Amis expatriés, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de vos grands loups. On a parlé souvent des enfants, de la scolarité internationale, et là, on pousse encore un peu plus haut pour les enfants. On va parler des grands adolescents, de leur orientation après le bac, et en se concentrant sur un cursus qui est peut-être, on va le voir avec Marion Le Parmentier, la responsable de ce cursus, peut-être le cursus idéal pour les enfants expatriés, qui est le bachelor de l'ESCP, bachelor international. Avant de rentrer là-dedans, quelques consignes techniques. Donc, vous nous rejoignez peut-être en live. N'hésitez pas à taguer vos amis si jamais vous pensez que ce sujet peut les intéresser. Donc, tous ceux qui peuvent avoir on va dire des lycéens ou juste après. Et vous nous retrouverez après. Vous pourrez nous consulter cette émission soit sur Facebook directement, soit pendant un an sur le site femmexpat.com. Alors attention, c'est parti. La directrice du bachelor ESCP répond en direct à vos questions. Pour poser vos questions, vous vous souvenez, soit directement dans le fil sur Facebook, vous nous posez vos questions et on a toute une équipe en régie pour pouvoir vous répondre. Et si la question est particulièrement importante, je la poserai à Marion qui y répondra à l'antenne. Alors Marion, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes directrice du bachelor ESCP. Avant de rentrer dans le programme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur nous et sur vous ? Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, Marion Le Parmentier, ça fait maintenant plus de 25 ans que je travaille à ESCP Europe. Ça fait pas très longtemps que j'ai repris la direction du bachelor puisque c'est que depuis le mois de janvier. Mais avant, j'ai été 8 ans directrice des masters spécialisés et des Masters of Science. J'ai travaillé aussi aux admissions pour le programme Grande École. J'ai travaillé aussi au décanat avec les profs. J'ai travaillé dans la finance. Donc, c'est passé quand même une bonne partie de ma vie professionnelle dans cette école que j'aime beaucoup. D'autre part, je suis moi-même maman de 4 enfants. J'ai été expatriée pendant 8 ans, dont 4 ans à Bruxelles et 2 ans à Bonn et à Berlin. Donc, je sais ce que c'est que d'être maman de 4 enfants et d'être expatriée. Et donc, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Voilà, donc c'est génial. Avec Marion Le Parmentier, nous avons deux expertises. Une expertise de directrice de bachelor et une expertise de maman de grands enfants qui sait elle-même ce que c'est qu'une orientation et donc qui apporte une vision avec beaucoup de maturité et de recul sur ce sujet qui est quand même assez stressant pour nous les mamans. Voilà, donc j'ai réussi à survivre à 4 enfants et à leur orientation, donc je pense que vous pouvez le faire aussi. C'est ce qu'on va voir en direct. Et on commence d'ailleurs avec une première question très basique, parce qu'il y a certainement parmi vous des mamans très expérimentées qui en sont à leur 3e orientation pour le petit dernier et qui ont bien suivi toutes les réformes. Il y en a d'autres peut-être qui débarquent dans ce monde de l'orientation qui a beaucoup changé récemment. Et par exemple, sont arrivés sur le marché de l'éducation ces nouveaux programmes un peu étonnants pour ceux qui arrivent d'une culture française, le bachelor, la réforme bachelor, master, doctorat. Vous pouvez nous en redire un petit mot ? Alors, le bachelor, c'est un programme qui se fait en 3 ans, donc ça correspond à un grade de licence. Donc, il y a un diplôme Bac+3 à la fin. C'est proposé maintenant par les écoles, par beaucoup d'écoles de commerce. Au départ, il y en a certaines qui le proposent déjà depuis assez longtemps. Ça donne une première formation. En général, les étudiants s'arrêtent pas là parce que souvent ils continuent sur un master après avoir éventuellement travaillé un peu, mais sinon directement, c'est possible aussi. Donc c'est vraiment dans la partie pour l'Europe, c'est vraiment au grade de ce qu'on appelle licence, master, doctorat. Donc c'est le premier grade, c'est directement après le bac. Et ça dure 3 ans. Si je commence sur le bachelor ESCP Europe, pour vous donner un peu les caractéristiques, c'est un bachelor en management. C'est un programme qui se fait sur 3 ans, 3 pays. Et c'est un programme tout enseigné complètement en anglais. Donc c'est intéressant pour des étudiants qui ont été expatriés et qui maîtrisent bien la langue anglaise. Et c'est aussi un programme assez généraliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des disciplines de management, mais il y a aussi des maths, il y a aussi de l'histoire, il y a aussi de la politique, il y a aussi des langues et il y a aussi des ouvertures possibles pendant le cursus. Donc en tout cas, c'est une première brique de formation et c'est comme ça qu'il faut la voir et c'est directement accessible après le bac. Et si je reviens déjà sur le bachelor, Oui. souvent il y a un petit S
qui se balade derrière le grand B Ah. du bachelor. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est un Bachelor of Science. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a aussi des maths dans le cursus. Il y a des bachelors en management qui n'ont pas le BSc. Donc le BSc, ça veut dire qu'il y a des sciences aussi à l'intérieur. Donc il y a des domaines quantitatifs et mathématiques. Et parfois, vous avez aussi des bachelors en management tout simple, où il n'y a que des disciplines du management, mais plus de maths et plus de choses quantitatives comme celle-là. Et donc, vous êtes Bachelor of Management. Non, on est Bachelor of Science. Et donc voilà, c'est ça que je voulais voilà. creuser. Donc on a des maths. Et donc on essaye en fait d'avoir le programme a été conçu pour être le plus généraliste possible. C'est-à-dire qu'on imagine que nos étudiants en sortant, il y en a qui vont vouloir faire de la finance, il y en a qui vont vouloir faire du marketing, il y en a qui vont vouloir faire, je sais pas, de la supply chain, plus des RH, du droit. Donc le fait de commencer par ce bachelor-là qui reste généraliste et qui parfois ressemble par exemple à celui de Sciences Po, mais qui ressemble aussi à celui de l'ESSEC ou à celui d'autres écoles, il est un peu au milieu entre tout ça, donc il reste avec pas mal de matières qui permettent à l'étudiant ensuite de s'orienter vraiment sans avoir été freiné dans un domaine ou dans un autre. Voilà. Super. Pour un enfant qui arrive de l'étranger, on voit tout de suite, ça permet d'être tout de suite les pieds dans la grande école sans passer par la case prépa, par exemple. Oui, alors donc les deux cursus en fait sont pas les mêmes et ils avancent de manière complètement distincte. Donc vous avez ceux qui vont faire 2 ans de prépa puis 3 ans d'école et ressortir avec un master, et ceux qui vont faire 3 ans de bachelor. La plupart du temps après, ceux-là, ils vont faire un master qui sera pas forcément dans la même école que celle dans laquelle ils ont commencé leur bachelor. Nous d'ailleurs, on leur conseille assez souvent de choisir une deuxième école pour faire un master, qui peut être d'ailleurs hors Europe aussi, hein, enfin, ça fait sens, puisque dans notre cursus, ils auront été dans 3 pays européens. Donc compléter par un master qui soit hors Europe, ça peut faire sens pour ceux qui ont vraiment vocation à travailler à l'international. Parce que c'est la grande spécificité du bachelor ESCP Europe. Donc on disait 3 ans, 3 pays, 3 langues. Voilà. C'est unique sur le marché, ça. Ça, c'est unique. Alors, pour ne pas vous faire trop peur, il n'y a pas besoin du tout de parler les 3 langues avant d'entrer dans le bachelor. Ce qu'on espère, c'est que les étudiants auront tous la maîtrise, une maîtrise, alors pas au même niveau pour toutes les langues, mais d'au moins 3 langues à la sortie. C'est-à-dire qu'un étudiant, par exemple, qui choisit Paris en première année, Turin en deuxième année et Berlin en troisième année, ce qui est une des possibilités qu'on offre, il va avoir le français, il va avoir l'anglais qui sera sa seule langue d'enseignement, mais il pourra aussi apprendre l'italien et au moins être capable de se débrouiller en Italie pour y vivre. Et puis, il aura aussi des notions d'allemand. Et pareil, au bout d'1 an en Allemagne, même s'il n'a pas un niveau exceptionnel, il sera quand même capable aussi de se débrouiller en Allemagne. Donc ça, c'est des choses auxquelles on croit. On croit que ces étudiants-là, c'est des étudiants qui seront amenés à aller travailler et vivre dans différents pays. Et que le fait d'avoir, pendant leurs études, appris ces langues dans des conditions de vie et des conditions de travail, ça va leur faciliter les choses. Et concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire, première année, tout le monde se retrouve dans la même ville, et après, on se suit de ville en ville, ou alors est-ce que les promotions sont éclatées? Non, alors tout est mixé chaque année, c'est-à-dire qu'il y a certains campus qui sont ouverts en première année, qui sont Paris et Londres. On a aussi une petite voie d'accès qui est pour Tsinghua, donc à Pékin. Mais là, ils sont que 15 actuellement. C'est une petite voie qui va sans doute se développer, mais qui pour l'instant est assez limitée. Ensuite, en deuxième année, il y a de nouveau un mix et donc ils peuvent choisir, pour ceux qui ont été à Londres, ils peuvent choisir d'aller à Madrid, Turin ou Paris. Et pour ceux qui ont été à Paris, ils peuvent aller soit à Madrid, soit à Turin, puisqu'ils ont déjà été sur le campus de Paris et que l'idée, c'était vraiment de changer chaque année. Et idem pour la troisième année. Pour l'instant, on a Berlin et Paris qui sont offerts. Ça peut changer, hein, tout ça, ça peut évoluer parce que, en fait, le bachelor a connu une très forte croissance récemment. Donc, on est aussi en train d'essayer de voir ce qui serait possible de faire en troisième année, et notamment de monter des partenariats avec d'autres écoles pour éventuellement faire un échange en troisième année pour une durée d'1 semestre. Donc c'est en perpétuelle évolution, mais pour l'instant, c'est Paris, Londres et Tsinghua en première année, Madrid, Paris et Turin en deuxième année, et Berlin et Paris en troisième année. Donc un programme assez enthousiasmant pour les élèves qui ont envie de bouger, oui, de découvrir d'autres pays et qui se sont enfermés dans une seule culture. Parce qu'en plus, alors on va peut-être parler de quelques chiffres, il y a beaucoup de nationalités qui sont représentées. Alors cette année, en 2018, on avait 53 nationalités différentes qui ont été recrutées. On commence aussi à avoir des étudiants
donc qui viennent de pays qu'on n'a pas encore eu. C'est-à-dire que petit à petit, le bachelor se fait vraiment connaître. Et comme il a été lancé pour la première fois il y a 4 ans, c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne bien et que du coup, on commence à avoir des nationalités qu'on n'imaginait même pas pouvoir voir un jour dans le programme. Voilà. Donc beaucoup de nationalités, parce que, et vous dites un programme récent, parce qu'il a été lancé il y a 4 ans en fait, c'est hyper récent. Ouais. Il a été lancé il y a 4 ans avec une première promotion de 42 étudiants qui vient d'être diplômés en octobre 2018. Et donc là, pour la prochaine promotion, enfin pour celle qui va rentrer en 2019, on espère être autour de 500 étudiants. Donc il y a une très très forte progression et grâce à la notoriété de l'école, c'est vraiment un programme qui est intéressant parce qu'il est enseigné tout en anglais. Là, c'est 3 pays possibles aussi et il reste très généraliste, ce qui attire quand même des étudiants qui savent pas forcément encore vers quel domaine ils veulent aller. Donc c'est ça qui attire les étudiants beaucoup. Donc, on voit bien ces critères. En plus, ça prépare, enfin, pour ceux qui voudraient déjà travailler directement après le bachelor, c'est possible parce que qu'on ait la perspective de continuer ses études après ou de s'arrêter après le bachelor, peut-être pour reprendre beaucoup plus tard, on verra. En tout cas, il y a un souci permanent de rapprocher du monde de l'entreprise. Oui, alors ça c'est le propre des écoles de commerce. C'est vrai que par rapport à des études à l'université, on a beaucoup de liaisons avec le monde de l'entreprise. Donc on a plusieurs types de choses qui se passent pendant leur scolarité. Déjà, on essaye de les faire travailler en groupe sur des collectifs projects. Donc ça, c'est en première et en deuxième année. Donc là, c'est un travail qui leur prend toute l'année et qu'ils doivent produire ou montrer à la fin de l'année. Donc ils sont par groupe de 4 à 6 étudiants. La première année, il faut qu'ils montent un événement où il faut qu'ils qu'ils soient capables de monter quelque chose tous ensemble, donc avec des nationalités différentes, ce qui n'est pas si simple que ça. Donc il y en a par exemple il y en avait qui avaient organisé une collecte de sang, il y en avait qui avaient organisé une collecte pour d'autres choses, il y en a qui ont monté un petit site web, il y en a qui ont fait des choses comme ça. Mais donc ils produisent ou qui font une exposition. L'idée c'est que vraiment ils se mettent en capacité de se mettre ensemble pour être capable de créer quelque chose, de créer une première chose qui peut être sous n'importe quelle forme. On n'a pas des exigences énormes pour cette première année parce qu'on est bien conscient qu'à 17 ou 18 ans, ils ne sont pas encore capables de faire quelque chose d'extraordinaire. En deuxième année, on a des startups qui viennent à l'école pitcher et qui ont des besoins d'aide ponctuels et donc ils viennent demander au bachelor de les aider pour réaliser quelque chose. Donc là, pareil, ils sont toute l'année 4 à 6 à suivre des entreprises sur un domaine précis. Alors la plus belle réussite l'année dernière, c'était un groupe qui a aidé une entreprise à lever 400 000 euros. Donc c'était quand même en développant un certain nombre d'outils, en développant un certain nombre d'idées. C'est pas eux tout seuls, mais ils ont participé à ça et on a été remerciés pour ça. Donc là, ça leur donne quand même un bon aperçu de ce que c'est qu'une start-up et donc ça leur donne un petit côté, un avant-goût en tout cas s'ils veulent devenir entrepreneurs ensuite. Et puis au milieu de tout ça, ils ont un stage qui est optionnel en première année, qui est obligatoire en deuxième année et obligatoire en troisième année. Donc à la fin, pour être diplômés, il faut qu'ils aient fait 24 semaines de stage réparties donc sur ces 3 années-là. Et donc on les pousse un peu à ce qu'ils soient allés au moins dans 2 entreprises avant de sortir pour pouvoir se faire une expérience et une idée de ce qu'ils vont vouloir faire après. Il y a des contraintes sur les lieux dans lesquels ces stages doivent se dérouler? Non, ils peuvent se dérouler n'importe où. Et en deuxième année, ça peut être aussi aller faire une expérience humanitaire. Ça reste assez libre comme expérience professionnelle. C'est-à-dire que à partir du moment où ça fait sens et qu'on sait que l'étudiant va y apprendre quelque chose, on va le laisser faire son expérience dans un domaine qui l'intéresse. En troisième année, on leur demande que ça soit plus lié à leurs études, ce qui est logique. Et donc là, on est aussi en train d'étudier la possibilité qu'ils puissent être monter leur start-up dès la troisième année et que ça puisse compter comme une expérience professionnelle aussi parce qu'ils investissent beaucoup de temps là-dedans. Certains font d'ailleurs des lancements de start-up pendant leurs études. Ce qui nous fait une jolie transition vers la question suivante. Quand le bachelor a été lancé, qu'est-ce que vous imaginiez comme débouché pour les étudiants? Et est-ce que les débouchés de la première promo, donc qui est sortie au mois d'octobre, correspondent à ce que vous aviez pensé? Alors, on pensait qu'on aurait plus d'étudiants qui poursuivraient leurs études directement, parce que ça, c'est un peu la tendance française à laquelle on est habitué. Mais dans notre première promotion, alors c'est des chiffres très limités, puisque notre première promotion était que
que de 40 personnes. Donc, du coup, dans cette première promotion-là, en fait, on a eu 2 tiers qui ont commencé à travailler et seulement un tiers qui a décidé de poursuivre ses études directement. Donc, on pensait plus être inversé ou dans du 50-50. Donc, on a été plutôt surpris, mais c'est pas illogique puisqu'en fait, on avait pas mal d'Allemands dans cette promotion et pas mal d'Anglo-Saxons et très peu de Français. Donc, ça correspond plus à un tempérament anglophone ou allemand d'accumuler un peu d'expérience professionnelle avant de refaire un master derrière. Ouais, et d'ailleurs, on sait déjà qu'un ou deux qui avaient commencé à travailler ont repostulé sur des masters ensuite. Voilà. Donc, du coup, on est un peu, voilà les premières données qu'on a. On attend de voir les deuxième et troisième promotions pour avoir une idée plus précise, puisqu'ils seront plus nombreux, qu'ils seront plus mélangés encore en termes de nationalité. Donc de voir un peu quels sont leurs choix. Donc on en a aussi qui ont pris un gap year pour prendre un petit peu de temps et de recul sur eux-mêmes, et qui souvent d'ailleurs reprennent des études après. Voilà. Donc on a eu ce qui est très sympa, c'est qu'on a eu aussi des étudiants qui sont partis un peu dans des domaines variés, dans des pays variés. Donc on en a à LBS, on en a à la London School of Economics, on en a à Instituto de Empresa, on en a à Columbia, on en a aussi 3 qui ont choisi de rester dans des Master of Science à ESCP Europe. Donc du coup, on se retrouve avec des domaines variés aussi, puisqu'il y en a un qui prolongent dans le management du sport, on en a qui vont plutôt dans le droit, on en a qui vont plutôt en finance, plutôt en marketing. Donc vraiment, ce choix qu'on avait fait au départ d'avoir quelque chose d'assez ouvert comme type de bachelor porte ses fruits puisqu'ils sont vraiment dans des domaines différents tous. Voilà. Et pour ceux qui ont continué à travailler, c'est pareil. Qui ont repris une activité professionnelle, c'est pareil. On en a aussi dans le marketing, on en a aussi un peu dans le conseil, dans la finance, dans supply chain aussi un peu. Ouais. Donc, ils ont tous choisi leur voie. Et en tout cas, ils ont tous quelque chose cette année, ce qui est plutôt rassurant. Et les échos qu'on en a sont bons. Et on commence à avoir déjà pas mal d'informations sur la promotion qui va sortir cette année. Et il y en a beaucoup qui sont acceptés dans plusieurs Master of Science ou Master directement et qui nous demandent des conseils pour savoir dans lequel il vaut mieux aller. Voilà. Donc ça, c'est assez gratifiant. Oui. Non, et puis ils ont tous gardé, à la fois ils ont appris à fonctionner avec d'autres nationalités, avec pas mal de diversité, mais ils ont tous gardé leur idée propre. Et donc ça c'est sympa. Enfin, ils ont chacun leur spécificité et ils ont chacun suivi le chemin qui leur correspondait à eux. Et ils repartent dans l'ensemble dans leur pays d'origine? Non, pas forcément. Ou est-ce que c'est des enfants internationaux? C'est des enfants internationaux. Pour ceux qui commencent à travailler, parfois c'est un peu plus dans leur pays d'origine parce que c'est plus facile pour eux de trouver un emploi dans leur pays d'origine, mais c'est pas toujours le cas. Pour ceux qui poursuivent leurs études, c'est vraiment très ouvert, très ouvert. Quelle peut être la vie avant de repartir on prend le problème à l'envers là, les débouchés, on va revenir sur la vie sur le campus et après on ira comment est-ce qu'on y rentre? Comment est-ce qu'on a une vie de campus quand on a des étudiants d'origine aussi diverses et surtout dont les promos s'éclatent, se recomposent au fur et à mesure du déroulement du bachelor? Alors d'abord, ils sont quand même relativement nombreux. Quand ils sont, par exemple, là ils sont 200 cette année à Londres, ils vont se répartir sur Paris, Madrid ou Turin, mais ils auront quand même une partie des étudiants avec lesquels ils étaient qui seront avec eux. Ça leur permettra de découvrir aussi des nouveaux étudiants avec lesquels ils peuvent dégager d'autres affinités. Nous, on veut les préparer justement à être capables de s'adapter à tout type de profil, tout type de nationalité et à être capables de s'adapter rapidement et de prendre l'autonomie rapidement. Donc c'est vrai que de remixer chaque année, ça a un intérêt parce que ça leur permet de se créer de nouveaux liens. Ils restent quand même beaucoup en contact aussi sur les différents réseaux sociaux. Donc on sait que les informations circulent bien d'un campus à l'autre. Et puis ils peuvent se dire on se retrouvera tous à Berlin en dernière année ou tous voilà. Donc c'est des choses qui se mettent en route. On n'a pas encore un recul suffisant pour savoir un petit peu comment ça va évoluer au fil du temps, si on va avoir des gens qui veulent absolument suivre le même cursus, mais ils choisissent leur cursus à l'entrée. Donc du coup ils choisissent vraiment leur cursus en fonction des pays qui les intéressent, ce qui fait que on a quelques demandes de changement de campus, mais il y en a pas tant que ça par rapport au nombre qu'on a. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils s'y retrouvent et qu'ils sont contents des campus qu'ils avaient choisis initialement. Donc ça ne les perturbe pas tant que ça.
Voilà. Et ils ont une vie de campus comme on l'a classiquement dans une école de commerce avec le BDE, avec le BDS, le bureau des sports, le bureau des élèves, etc. Alors, c'est pas les mêmes facilités sur tous nos campus, puisque le campus parisien est quand même plus important que les autres. Donc, il y a plus de choses qui se passent, parce qu'il y a plus d'étudiants, et donc, et puis que c'est plus ancré. Donc, c'est là qu'il y aura le plus d'offres, mais il y a des offres aussi sur d'autres campus, et donc, il y a aussi des associations sur les autres campus. Comme tous nos campus sont dans des villes, quand ils veulent faire du sport ou des choses comme ça, c'est en dehors du campus, mais ça existe et c'est organisé. Et puis, ils sont assez champions pour faire des, même si c'est pas sous le cadre d'association, faire des choses ensemble et monter des choses ensemble. Voilà. Donc les projets, on en a tous les ans et c'est même intéressant que ça puisse se mettre en route comme ça. Et quand il y a une idée qui est bonne, en général, elle est reprise par l'année suivante et donc elle perdure et ensuite ça devient une association in fine. Et d'autre part, quand on a une association qui correspond plus à ce qui les intéresse maintenant, une association peut s'éteindre parce que finalement ça correspond plus à leur centre d'intérêt. Donc, ils ont la vie de campus. Ils sont, de toute façon, sur les autres campus, comme c'est tous nos campus, ils sont aussi mélangés avec les étudiants, enfin, en dehors des cours, hein, ils sont mélangés avec les étudiants des masters ou de la grande école. Donc, ils sont aussi avec des étudiants qui sont de tous les âges et de tous les niveaux. Et ils croisent aussi, alors pas forcément directement, mais ils croisent aussi notre formation permanente qui a lieu sur les mêmes campus. Et alors, question pour les mamans un peu inquiètes, parce que donc là, ils arrivent directement du bac, il y en a qui peuvent être très jeunes, voire encore mineurs, qui vont se retrouver à l'étranger. Quel suivi vous pouvez avoir pour ces très jeunes élèves qui se retrouvent loin de leur base, et notamment, je pense, à beaucoup de familles expatriées dont les parents, en plus, ne seront pas en Europe, près de Londres ou de Paris, mais peut-être à Tokyo ou à Séoul. Alors, il n'y a pas de suivi spécifique, j'allais dire, parce qu'en fait, on attend d'eux quand même qu'ils aient une certaine autonomie. C'est parfois, d'ailleurs, c'est pas forcément l'âge qui conditionne le fait d'être plus ou moins adaptable. Hein. Ça, j'ai pu voir des qui étaient tout jeunes et qui se débrouillaient très bien, et inversement des qui étaient un peu plus mûrs et qui étaient plutôt moins dégourdis, on va dire. C'est clair que c'est une formation qui demande de l'autonomie. On les connaît quand même et ils savent qu'ils peuvent venir nous voir. Donc, il y a sur tous nos campus une personne un peu référente pour tout ce qui peut être logement, pour tout ce qui peut être visa, pour toutes ces choses-là. Donc, il y a des aides qui sont mises en place. On a sur notre site toute une série de choses qui sont faites pour donner une idée de tout de tout ce à quoi il faut penser quand on arrive, de toutes les possibilités qu'on a pour nos étudiants et qui existent et qui sont dédiées à eux, des personnes contacts. Enfin, il y a quand même tout un réseau qui s'est fait. La mobilité intercampus, comme tous nos étudiants, y compris la grande école, l'ont toujours fait. Les gens sont habitués, donc on fait les lettres pour les visas, on fait tout ce qu'il faut pour que l'étudiant puisse le faire par soi-même. Et puis, on a une pédagogie dont j'ai pas encore parlé. En général, ils ont, par exemple, quand ils ont 3 heures de cours dans la même semaine sur un même sujet, ils ont 1 heure et demie en amphi où ils peuvent être 100, 150, et ensuite ils ont des groupes de 30. Donc, ils se connaissent quand même beaucoup, dans ces groupes-là. Les profs les connaissent bien parce que, ils apprennent à les connaître aussi. Donc, que ça soit au niveau des professeurs ou au niveau de l'administration, en général, ils viennent nous voir quand ils ont un souci ou quand, ils nous alertent. Et on a aussi les parents d'ailleurs qui viennent nous voir ou qui nous posent des questions quand il y a un souci qui est avéré. Et entre eux, il nous arrive aussi d'avoir des étudiants qui nous disent voilà, j'ai un copain dans ma classe qui se sent pas bien, il faudrait s'en préoccuper. Donc on a tout un système d'alerte. On part du principe qu'en général tout se passe bien quand même et ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on a des fragilités, on a des étudiants qui trouvent ça dur et donc on prend en général les meilleures décisions avec les parents pour savoir si un étudiant vraiment se sent pas bien, on fait quelque chose. On ne le laissera pas s'enfoncer tout seul en tout cas. Donc ça, vous inquiétez pas. Et on a l'habitude, alors ceux qui ont fait 2 années de prépa, ils sont pas beaucoup plus vieux. Donc et ils ont été souvent beaucoup plus coucouniers que les... Donc donc en fait, on en a toujours, vu le nombre qu'on a, des étudiants qui se sentent plus ou moins bien ou qui se rendent compte que d'être tout seul, c'est un peu dur. Mais on a un système d'alerte si jamais il y a vraiment des difficultés qui sont plus importantes que ça. Donc le premier mois est toujours un peu difficile, mais en général ils se font des copains assez rapidement et dès qu'ils sont entre eux, ça va quand même assez vite. Voilà. Oui, la principale inquiétude des parents, ça peut être plutôt de ne pas avoir beaucoup de nouvelles parce que tout va très bien. Oui, non, mais
c'est vrai que ça demande à l'étudiant qui choisissent ce genre de programme une certaine autonomie. En général, ils l'apprennent au fur et à mesure, hein. Ils ne sont pas directement autonomes. C'est bien de les aider à devenir autonomes aussi, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont pas tout seuls, ils ont quand même au moins 20 heures de cours par semaine, ils ont des travaux où ils sont en groupe, donc ils n'ont pas ce sentiment de solitude qu'ils auraient plus à être dans un système où il y a que 10 heures de cours par semaine, où il n'y a pas de choses en groupe et où finalement c'est plus difficile de rencontrer les gens. Voilà. Super. Si on continue à descendre dans le temps, donc on a vu ce qui devenait après, on voit comment se passe la vie sur le campus. Peut-être une dernière question sur cette vie sur le campus. Combien d'heures de cours par semaine Alors une vingtaine. En moyenne? Une vingtaine. Mm-hmm. Et maintenant, si je me dis, bon, c'est visiblement ce qui pourrait correspondre à mon enfant, mais c'est un processus sélectif. Comment se fait la sélection pour entrer dans ce bachelor? Alors, pour ceux qui voudraient encore postuler cette année, parce qu'il y a encore des possibilités pour postuler cette année, on le fait directement sur le site web. Il faut télécharger les 3 dernières années d'études, donc seconde, première, terminale avec les bulletins de notes. Il faut mettre un CV, une lettre de motivation, enfin une lettre qui présente en fait un peu plus sur le modèle anglo-saxon, à la fois la motivation et à la fois la présentation de qui on est. Et puis, vous avez aussi, on va demander des contacts avec des références académiques. Donc, on va avoir un professeur qui va dire aussi ce qu'il pense de vous. Et puis ensuite, vous avez la pièce d'identité, vous avez ce genre de choses. Donc, on va regarder les dossiers qui nous arrivent comme ça. On va regarder la partie académique, donc les notes. On va regarder aussi tout ce qui est extrascolaire. Parce que en fait, on y accorde aussi de l'importance. Si on a un sportif de haut niveau, on se rend bien compte qu'il aura sans doute moins de bonnes notes, mais qu'il a sans doute la capacité de s'investir aussi. Et puis après, une fois que cette première étape est passée, on demande à l'étudiant de venir en entretien. C'est un entretien qui dure une vingtaine de minutes. Il peut se faire en présentiel sur un de nos campus ou aussi à distance. Donc là, dans ces cas-là, on utilise Skype et puis on contacte l'étudiant par Skype. Donc il y a 2 personnes de l'école, en général il y a un prof et puis quelqu'un d'autre, qui font passer ces entretiens-là. Et c'est des entretiens, on sait que c'est leur premier entretien, on sait qu'ils ont 17 ans, donc on ne va pas les bousculer, mais on essaye de comprendre si c'est un vrai choix, si la personne correspond au profil qu'on cherche nous aussi, si on essaye de deviner aussi si l'adaptation va se faire correctement ou pas, si ça va apporter quelque chose au groupe, enfin des choses assez classiques, mais de manière assez détendue, sans les stresser. Et en général, l'étudiant raconte un peu dans sa langue, en français s'il passe sur le campus de Paris, qui il est et pourquoi il est là. Et il y aura sûrement des questions en anglais, puisque le but c'est aussi de voir si l'étudiant est capable d'interagir en anglais, puisque tous ses cours auront lieu en anglais. Donc important, pour pouvoir accéder à ce bachelor, il faut un niveau minimum en anglais, parce qu'on veut être sûr que les étudiants profitent des cours. Donc il faut qu'ils aient au minimum un IELTS à 6,5 ou un TOEFL à 90 et sinon le Cambridge Advanced Test. Voilà, donc ça c'est des choses qui nous certifient que l'étudiant va être capable de profiter de ses cours. On ne veut pas laisser quelqu'un qui n'aurait pas le niveau d'anglais commencer le bachelor et se sentir en difficulté à cause de ça. Donc les inscriptions sont encore ouvertes, oui. Mais dans ce cas-là, il y a urgence à vérifier que l'enfant a bien une attestation, un diplôme qui montre son niveau d'anglais. Alors non, parce qu'en fait, c'est pas toujours très rapide ça. Voilà. Non. Alors on a ceux qui ont fait leurs études en langue anglaise pendant au moins 3 ans, on les dispense de ça parce qu'on sait qu'ils sont capables de suivre des cours en anglais. Ceux qui ont une nationalité anglophone en général, on les dispense aussi. Et les autres, si jamais ils n'ont pas passé ce type de test, en fait, une fois qu'ils peuvent passer tout le processus, et s'ils sont admis, on leur laissera jusqu'à octobre pour nous fournir ce justificatif-là. Donc il faut se lancer dans la procédure quand on a un bon niveau d'anglais. On n'a pas forcément la manière de le prouver tout de suite, mais il faut avoir un bon niveau d'anglais, sinon ça sert à rien. Voilà. D'accord. Pour quel type d'enfant recommanderiez-vous ce parcours? Alors, pour moi, c'est vraiment des enfants qui ont un peu d'autonomie, parce qu'effectivement, il faut être capable de changer de pays tous les ans. Il faut être ouvert sur l'international, être intéressé par l'international, sinon il vaut mieux aller faire des études dans un autre type de cursus. Et puis c'est des étudiants qui ne sont pas forcément encore tout à fait sûrs de ce qu'ils veulent faire après et qui du coup par ce cursus qui est assez généraliste et qui dure 3 ans,
peuvent encore se forger une opinion de ce qu'ils voudront faire plus tard en prenant le temps d'y réfléchir, en prenant le temps d'aller faire des expériences en entreprise qui leur permettent de décider ce qu'ils veulent vraiment faire après. Voilà. Donc ça, on voit bien l'avantage du cursus généraliste par rapport à un autre type de formation. On a vu les 20 heures de cours, l'internationalisation qui, là, pour le coup, ne pourrait certainement pas se trouver dans un cursus universitaire. Par rapport à un cursus grande école plus classique après prépa, quel type d'enfant est-ce que vous voyez plus dans l'un ou l'autre de ces parcours? Je pense que pour un enfant qui a beaucoup déménagé, beaucoup bougé, c'est compliqué d'arriver dans une prépa parce que c'est des enfants qui ont été plus habitués à faire sans doute plus de temps pour leurs études et moins de temps pour l'ouverture, j'allais dire. Donc pour des étudiants qui ont beaucoup bougé, c'est quand même quelque chose qui est plus facile à envisager parce que ils travaillent régulièrement, mais c'est quand même moins soutenu qu'un rythme prépa. Donc ça permet une bonne transition avant un master et ils peuvent sortir finalement avec un diplôme équivalent à ceux qui ont fait d'abord les prépas puis ensuite la grande école, suivant le master auquel ils vont accéder ensuite. Donc pour ceux qui préfèrent avoir une montée en puissance plus régulière, j'allais dire, donc sortir du niveau du bac. Après, on leur demande quand même des rendus où il faut qu'ils s'investissent et il faut qu'ils travaillent. Donc les 20 heures de cours, théoriquement, on s'attend à ce qu'ils fassent quasi le double en dehors. Hein, donc c'est pas voilà, c'est pas 20 heures de cours et ensuite on rentre chez soi. Non. Donc il y aura des travaux de groupe. Ça nous semble important parce que ça les prépare vraiment à travailler en entreprise ensuite. Et sinon, donc l'idée c'est vraiment d'avoir des étudiants qui voilà, qui ont envie de faire autre chose que de l'académique, qui sont intéressés par le professionnel et qui font donc une transition un petit peu entre les deux par l'intermédiaire de ce passe-là. Est-ce que le cursus est plus sélectif pour les Français? Non. Non, on a des grilles enfin, on a essayé comme on a des diplômes d'un peu tous les pays, on essaye de mettre quelque chose qui soit de la même, du même tenant en fait par rapport aux parties académiques et par rapport aux parties non académiques. Donc on essaye de recruter de la même façon tous les étudiants. Au départ, on l'avait pas ouvert aux Français parce qu'on avait décidé de ne pas le faire et de le lancer sur nos différents campus. Là, on a ouvert donc une voie française. On a plus d'étudiants. On a maintenant 27% de franco-français. Après, on a des doubles nationalités avec aussi de France dedans. Je pense que ça dépassera jamais les 50% entre les Français plus Français et double nationalité. Mais on n'a pas de quota et on n'a pas voilà, on n'essaye pas de limiter le nombre de Français pour l'instant. Super. Alors, on a quelques questions de famille très précises. Une première question sur le type d'enfant, justement, qui pourrait être recruté. Une maman qui nous dit « Mon fils est actuellement en première ES », donc elle anticipe. Il est moyen, très précisément, ça donne environ 12 de moyenne générale. Nous avons vécu 5 ans en Pologne. Il aime vivre à l'étranger et le sport, mais ne sait pas ce qu'il veut faire. Est-ce que le bachelor ESCP serait une solution pour un enfant de ce type? Alors, si c'est un garçon, souvent ils mettent un peu plus de temps à mûrir et à se décider, donc c'est pas surprenant qu'il sache pas encore tout à fait ce qu'il veut faire. Si c'est quelqu'un qui est vraiment généraliste et qui est intéressé par tout, c'est une bonne formation parce que ça permet quand même de continuer un certain nombre de choses qui restent ouvertes sur différents domaines. Donc ça maintient l'attention quand même sans avoir l'impression de s'enfermer dans une voie. Faire du sport, c'est compatible avec l'école, mais ils n'auront pas le temps de faire du sport non plus très régulièrement parce qu'on leur demande quand même de s'investir dans leurs études. Donc il faudra qu'ils s'organisent un peu plus pour le faire. Et le fait d'avoir 12 de moyenne, c'est un peu faible pour nous. Mais si en dehors, justement, dans le sport ou dans un autre domaine, il est vraiment très investi et qu'il peut nous le prouver, c'est des profils qui peuvent nous intéresser. Voilà. D'accord. Donc, d'où l'avantage de l'extra-curriculaire. Voilà. Donc, on regarde ça aussi. Donc, il faudra vraiment qu'il prouve sa motivation à l'entretien parce qu'il aura sans doute une note un peu moins bonne que ceux qui auront eu 15 ou 16 de moyenne, mais pendant leur scolarité. Mais il y a des chances et l'entretien reste quand même aussi un moment où c'est important de montrer sa motivation, de montrer son ouverture. Donc, le fait d'avoir vécu à l'étranger, on sait aussi que du coup, il y a plein de sollicitations, plein d'autres choses à faire qui font que parfois les cours sont
plus tout à fait la priorité, donc on en tient compte aussi, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu avoir un niveau minimum. On n'a pas les mêmes notes suivant les parcours, enfin les notes de chacun, mais on laisse leur chance à ceux qui ont des notes un petit peu moins bonnes, mais qui font d'autres choses ou qui ont une réelle motivation à rentrer dans le programme. Là encore, on voit pourquoi c'est un parcours qui peut bien aller pour les enfants expatriés. Une maman nous parle de sa fille qui est bilingue français-anglais, mais avec un niveau d'allemand qui a l'air vraiment extrêmement faible, donc sur sa deuxième langue. Est-ce rédhibitoire pour entrer dans votre bachelor? Alors non, puisque nous, notre prérequis, c'est vraiment l'anglais. Donc si l'anglais est bon, ça permet de rentrer dans le bachelor. Ça nous intéresse quand même d'avoir des gens qui parlent plusieurs langues, donc c'est important. Mais par exemple, pour prendre ce cas concret de l'allemand, Berlin étant offert qu'en troisième année, elle aura le temps de peaufiner son allemand en première et en deuxième année. Donc elle aura de toute façon des cours d'allemand dans ces 2 années-là. Et en Allemagne, elle peut avoir accès à des cours d'allemand si elle le souhaite, mais si elle ne le souhaite pas, elle peut avoir tout son enseignement en anglais. Donc c'est plutôt une notion de progression qui nous intéresse qu'une notion de langue au départ. Voilà. Donc on en a qui ont la chance de déjà parler 4 ou 5 langues quand ils arrivent, d'autres qui en ont plutôt que 2 et une un peu bancale. Donc on va quand même les prendre, mais c'est vrai que en revanche, si la deuxième langue est pas très forte ou si ça peut limiter le choix des campus de deuxième année, puisqu'il faut parler espagnol pour aller à Madrid et il faut parler français pour aller à Paris. D'accord. En termes de sélectivité, oui. Est-ce que vous avez des ratios à nous donner? Alors c'est très évolutif parce que nos promotions sont tellement en train de grandir que là c'est compliqué de dire où est-ce qu'on va en être cette année. On a pas mal j'allais dire qu'on essaye de sélectionner surtout, enfin d'en rendre un maximum admissible. C'est-à-dire que déjà on a plutôt des bons dossiers qui arrivent. Il y a une espèce d'autosélection qui se fait avant. Donc les étudiants qui sont un peu 10 de moyenne au bac, ils postulent pas parce qu'ils savent qu'ils ont peu de chances d'être pris. Donc on a vraiment une cible qui est, que les candidats sont vraiment dans notre cible au départ. Et on aura un ratio d'un certain nombre qu'on va pas prendre après l'entretien. C'est plus après l'entretien qu'on va les éliminer. C'est-à-dire que avant l'entretien, on laisse plutôt leur chance à la plupart des candidats. Bon. Ceux qui nous semblent complètement hors des clous, qui ont ni un bon bulletin, ni aucune une activité extrascolaire, on leur laissera pas la chance de l'entretien non plus. Mais j'allais dire, si un des deux rattrape l'autre, on va essayer de les voir pour voir quelle est la motivation. Donc là, il faudra être performant pour y arriver. Mais si ils ont un entretien extraordinaire, on prendra le risque de le prendre. Super. Question coût, on n'en a pas parlé. Oui. D'abord, de façon générale, combien coûte une année de scolarité sur le campus? Et j'en vais directement à la question d'une mère de famille qui dit que ils ont 5 enfants, ils ont habité longtemps à l'étranger et ils voudraient se renseigner sur les bourses et savoir si jamais les bourses sont uniquement liées à des facteurs financiers ou s'il peut y avoir un facteur d'excellence pour avoir des bourses au mérite. Alors, pour répondre à la première question, donc nos frais de scolarité actuellement pour la rentrée 2019 sont à 14 000 € par an. Donc il faut multiplier par 3. On a une politique de bourse assez importante puisque pour les entrants de cette année, on a prévu de donner 550 000 € de bourse. Donc on a beaucoup d'étudiants qui vont bénéficier de bourses. Ces bourses sont attribuées suivant 3 critères. Donc il y a une partie sur les données financières, il y a une partie sur la diversité, il y a une partie sur l'excellence. Alors, une bourse d'excellence peut être possible si les finances ne posent pas vraiment un problème, elle sera plus limitée. Mais quelqu'un qui aura à la fois une excellence et des ressources plus limitées pour avoir une bourse plus importante. C'est-à-dire que le taux de bourse qui est attribué prend en compte ces 3 paramètres. Et par exemple, quelqu'un qui viendra d'un nouveau pays qu'on n'a jamais eu peut avoir une bourse parce que ça nous semble intéressant d'avoir quelqu'un qu'on n'a pas eu comme profil ou comme pays ou comme voilà, c'est un nouvel étudiant d'un nouvel endroit, ça nous intéresse, donc il peut aussi avoir une bourse. Voilà. Et quel est le taux maximal de bourse Alors, en général, là, on tourne autour de 50. Ça nous est arrivé exceptionnellement de donner 75% de bourse. Et parfois, on a eu quelques étudiants qui ont été pris à 100% pour des cas vraiment particuliers. Mais là, c'est vraiment des décisions importantes qui sont prises et qui, là, on est en moins de 10 étudiants qui sont couverts à 100. Ouais, ouais. En tout cas, on sait que c'est fait partie des formations qui valent
très chère, mais sur laquelle il y a des aménagements possibles dans des cas particuliers que vous avez très bien expliqués. On va bientôt finir notre Facebook Live. Une dernière question autour de Parcoursup, Oui. puisque c'est quelque chose qui se dessine. Alors Parcoursup, pas Parcoursup, et pour cette année, jusqu'à quand est-ce qu'on peut s'inscrire ? Alors, je crois, je vais dire des bêtises parce que j'ai pas révisé avant de venir, mais en tout cas, on a une dernière session d'oral en juillet. Donc, a priori, on peut s'inscrire jusqu'au mois de juillet pour cette année. Donc, faut regarder les dates. Elles sont disponibles sur le site web, mais je sais que je fais passer des entretiens le 25 juillet. Donc là, c'est la dernière session pour Paris. Pour d'autres campus, ça peut être un peu plus tardif, mais pour Paris, c'est la dernière session. Moi, j'ai un conseil quand même, si ça vous intéresse pour cette année, il faut postuler dès maintenant parce que on a un petit risque que, par exemple, le campus de Londres soit plein et que du coup, on aiguille tout le monde sur Paris, ce qui n'est pas forcément votre choix. Donc, il vaut mieux postuler tout de suite si on veut avoir tous ces choix possibles. Et puis, pour en revenir donc à Parcoursup, cette année, on n'est pas encore sur Parcoursup. L'année prochaine, il faudra qu'on y soit. Donc, il y aura une voie sur Parcoursup. Pour les étudiants qui sont à l'étranger, ça risque d'être, c'est pas encore tout à fait déterminé. C'est-à-dire que si votre enfant obtient un autre bac que le bac français, il pourra continuer à postuler sur la voie internationale. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a un double diplôme à la fin peut être considéré soit comme un étudiant à bac français, soit comme un étudiant à bac international ou autre. Donc, suivant le type de diplôme obtenu, ça sera directement sur le site web ou ça sera sur Parcoursup. Et on ne sait pas encore très bien si on pourra recruter aussi. Certains étudiants ont droit à un diplôme allemand en venant chez nous. Si on pourra recruter dans le cadre du diplôme allemand, éventuellement aussi pour des Français ou pas, ça c'est pas encore déterminé. Mais toutes les informations seront disponibles sur le site web en septembre. Ça fait beaucoup de changements en même temps, donc on veut être sûr d'avoir bien vu tous les cas de figure pour pouvoir donner les bonnes informations à tous ceux qui le souhaitent. Pour l'instant, on fait des sessions de recrutement tous les mois entre novembre et juillet, du coup. Super. Voilà. Pour conclure, un dernier conseil de mère de famille à mère de famille ? Alors, rendez-les autonomes. Ça m'évite de vous voir débarquer dans mon bureau alors que c'est pas prévu, parce qu'il y a des soucis à gérer. N'hésitez pas à les secouer pour se trouver des stages, pour faire leurs obligations. Enfin, soyez j'allais dire justement, vérifiez quand même avec eux sans le faire à leur place qu'ils font bien ce qui est prévu. Parce que parfois, là, en ce moment, j'ai pas mal de parents qui débarquent parce que leurs étudiants n'ont pas correctement commencé leur recherche de stage qu'ils doivent faire d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc ça, c'est important. Donc, rendez-les bien autonomes. Prenez cette décision si vous pensez que votre enfant est capable d'aller dans 3 pays différents en 3 ans, qu'il aura envie de ça. On a aussi des enfants qui rêvent que de ça, hein, donc cela c'est une bonne idée aussi. Et puis soyez à l'écoute et entrez en contact avec nous si jamais il y a des soucis. On a beaucoup de personnes disponibles sur nos différents campus pour répondre aux questions, donc faut pas hésiter à aller solliciter les recruteurs en amont pour être bien sûr que ça correspond à ce que l'enfant souhaite. Et puis l'accompagner au mieux en étant à la fois en le rendant autonome, mais en étant quand même à faire attention et attentif à ce qui se passe ensuite. Voilà. Marion Le Parmentier, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous rappelle que vous pouvez encore poser des questions pendant 1 heure sur le fil de ce Facebook Live. Les équipes répondront à vos questions. N'hésitez pas aussi après à partager. Donc le Facebook Live se termine. En revanche, il reste disponible sur Facebook et aussi sur le site femmexpat.com pendant 1 an. Donc vous pourrez le retrouver, le partager si jamais vous voulez en savoir plus. Pour ne pas rater d'autres Facebook Live sur des sujets qui pourraient vous intéresser, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Femmes Expat. Et nous nous retrouverons bientôt et déjà pour la prochaine newsletter de demain. À très bientôt à tous. C'était un plaisir, Marion, de passer ce moment-là avec vous. Au revoir. Au revoir.